Bien, bonjour à tous. On va essayer de démarrer à l'heure pour respecter l'horaire prévu. Si, je ne voudrais pas empêcher nos caméramans de finir leur sandwich quand même. Donc, c'est bon. Parfait. Ben, bonjour à tous. On va aborder aujourd'hui un sujet qu'on va essayer de rendre le plus pratique et le plus pragmatique possible, qui est comment réussir son premier projet Big Data. Le Big Data est un sujet dont on parle maintenant depuis 3 ans à peu près. On a commencé pendant 2 ans à vous dire ce que c'était, à vous donner des définitions, à se battre pour celui qui aurait la meilleure définition du monde. Et puis depuis maintenant 1 an, on commence à constater que certains y vont et d'autres n'osent pas y aller. Et donc les organisateurs du salon trouvaient que ce serait pas mal de consacrer quelques minutes à essayer de donner un chemin et des étapes à franchir pour pouvoir lancer son premier projet, essayer de minimiser les risques et puis de créer quelque chose qui va apporter de la valeur pour l'entreprise. Et donc, comme on est très généreux, Hans-Joseph a proposé qu'on vous donne 2 conférences pour le prix d'une, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer comment lancer votre premier projet. Et si vous préférez, vous allez savoir aussi comment le rater, si c'est votre choix, grâce à Hans-Joseph. Et donc, tu voulais dire quoi? Non, je Une voulais... bêtise aussi? Oui. Avant de commencer, on va faire un tout petit tour de table pour que vous sachiez un petit peu qui est autour de la table. Et puis ensuite, on va aborder directement le thème. Bon, Joseph, puisque tu as le micro. Oui, bonjour. Ça marche ce truc-là? Oui, ça marche. Ouais, bon, moi. J'ai l'avantage d'avoir affiché mon premier slide. Donc, Hans-Joseph Jean, je suis le directeur marketing de Cinequa. Et je vous félicite d'être là parce qu'il faut avoir du courage d'écouter un directeur marketing pour un thème pratique. Donc j'espère que ou je ne vous déçois pas, ou je vous décevrai tellement que c'est encore marrant. Claude Vogel, moi je suis consultant en data mining pour des sociétés américaines et françaises, souvent sur des projets qui s'apparentent au big data. Robert Benz, donc je suis consultant auprès d'une société qui s'appelle FWA sur tous les projets d'innovation, les nouvelles applications technologiques de l'informatique. Alors Robert, on va peut-être commencer par vous. Le big data, on a beaucoup abordé le sujet d'un point de vue technique. On a expliqué combien c'était compliqué, combien il y avait des tas de V qui apparaissaient sur le marché et qu'il fallait arriver à gérer ça. On a dit il faut mettre de la doupe. On a dit, en fait, on a fait peur pendant un certain temps et on est assez d'accord, vous et moi, sur le fait qu'on n'a pas assez insisté sur quelle valeur ça allait créer à l'intérieur de l'entreprise et comment est-ce qu'on allait peut-être prendre le projet Big Data, surtout le premier, sous un angle plus d'usage qu'un angle technologique. Je ne sais pas si vous serez d'accord, moi j'ai coutume de dire que le projet Big Data n'est pas forcément un projet informatique et que c'est d'abord un projet d'entreprise qui amène à se poser des questions sur les modèles économiques, sur la valeur qu'on va pouvoir créer. Ce que je voudrais peut-être qu'on commence par expliquer, c'est cet aspect-là. Pourquoi est-ce que les usages sont importants? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre le projet Big Data, non pas sous l'angle comment est-ce que je vais rajouter une couche technologique, mais plutôt sous l'angle, à mon avis, à quoi ça va servir? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que mon approche, moi je suis beaucoup plus dans une approche usage que dans une approche technologique. Et pourtant, j'ai démarré ma carrière, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le sujet, mais j'ai été un geek autant qu'on puisse l'être sur des cartes perforées. Donc, cela dit, je crois beaucoup en la technologie, en la technique, mais je crois beaucoup plus maintenant dans les usages. D'abord parce qu'on s'est souvent trompé en abordant les sujets par la technologie, et si on aborde les sujets par les usages, en général, on a beaucoup plus de succès. Moi, ce qui m'intéresse dans les big data, bon, c'est une terminologie, c'est super. On en parle depuis quelques années, ça a été dit déjà. On parle des big data. C'est quoi les big data? Bon, je ne vais pas encore en donner une définition, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de données, plein de trucs. On essaye de tout rapprocher. Une entreprise traite beaucoup d'informations qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. On essaye de rapprocher tous ces systèmes d'informations et on voudrait en tirer quelque chose. Mais on tirait quoi? Alors soit on met de la technologie dessus et on dit, bon, lançons des outils statistiques, il va peut-être en sortir quelque chose. Ou alors, on se pose la question à l'envers, en disant, bon, dans tout ça, dans la vie de l'entreprise,
Quels sont les irritants pour moi? Qu'est-ce qui me pose problème? Alors dans les grands axes, on trouve la vente, toutes les actions de vente, comment dans toute l'action, l'acte de vente, mais aussi vous avez la vie de la vente. Qu'est-ce que vous vendez? Du produit, vous vendez des services, vous vendez des projets, ensuite vous suivez un client, vous fidélisez un client. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette vie de la vente? Avec Claude, on a abordé un projet qui est sur des projets. Une entreprise qui gère de grands projets. L'irritant là-dedans, c'est le contentieux. Comment, dans toute cette masse d'informations traitées autour des projets, pourrais-je détecter les contentieux, mais bien avant qu'ils deviennent graves, bien avant qu'ils ne deviennent conflictuels? On peut détecter bien en amont des situations, des signes dans cette masse de données. Alors je ne dis pas que c'est des données numériques, je ne dis pas que c'est du texte, je dis rien. Je dis simplement que c'est plein d'informations. Vous voyez, je me place du point de vue très utilisateur. Je ne rentre pas dans le détail de la technologie, là. Donc voilà, moi j'aborderai le sujet comme ça, en disant j'ai une masse d'informations. Nous sommes en train, nous, entreprises, de traiter des masses d'informations. Qu'est-ce qui me pose souci là-dedans? Où pourrait-on aller voir pour corriger quelque chose éventuellement ou détecter des signes avant-coureurs de difficultés pour l'entreprise? Ça m'intéresse. Ce point de vue-là m'intéresse beaucoup plus que Hadoop et autres choses comme ça. Alors, il y a quelques jours, je faisais une table ronde avec un directeur de système d'information d'une grande compagnie d'assurance qui me disait « Moi, je suis en charge de la restructuration globale de mon système d'information décisionnelle vers le big data. » Donc, lui, on dirait qu'il a tout faux. Bah oui, je m'en fous. Enfin, il a changé de terme, mais ça change rien, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à identifier ces sujets? Parce que ce que je comprends de votre message, c'est qu'il faut regarder en effet quels sont les irritants, et puis derrière se dire, voilà, là je vais prendre un petit sujet et je vais tester comment est-ce que je peux éventuellement changer un peu les choses en allant vers le big data. Je reprends l'exemple qu'on en a abordé avec Claude. Enfin, il vous en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Si vous voulez, dans le contentieux, le problème du contentieux, vous traitez des projets. Le contentieux, il a des signes avant-coureurs. Quand on commence à s'énerver dans les relations entre le client et le fournisseur, alors on s'énerve, mais on va le détecter dans le ton des échanges, des emails. On change la manière de discuter avec son client. On n'est plus copains. On commence à à avoir une certaine animosité, et ça se traduit dans les messages, ça traduit voire dans les documents échangés, et c'est ça qu'il faut détecter. Le détecter le plus tôt possible dans les projets, parce que, encore une fois, un conflit traité très tôt va peut-être trouver une solution rapide, alors que si j'attends que la situation dégénère, là j'aurai beaucoup plus de difficultés. Et je peux aller jusqu'au clash juridique. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Donc là, l'idée, ce que je comprends dans ce projet dont vous parlez, c'est qu'on n'est pas obligé de remettre en question tout le système d'information de l'entreprise. On va développer quelque chose en parallèle qui va répondre à ce besoin-là et qui générera seul sa valeur. C'est ça, j'ai un éclairage particulier. C'est-à-dire que le sujet métier m'amène à un éclairage particulier et sans doute l'application de technologies particulières et pas de technologies génériques. Je vais éventuellement regarder certains points. Je ne vais peut-être pas tout regarder dans le big data. Tout ne m'intéresse pas. Mais je vais regarder certaines informations. En l'occurrence, là, c'est des informations liées au projet. Tout ce qui se passe sur les projets. Pas ce qui se passe sur le site web ou ce qui se passe ailleurs. Non, je vais regarder que ce qui se passe sur tous les projets. Si on extrapole un peu au-delà de cet exemple dans la gestion de projet qui est peut-être pas facile à comprendre pour des gens qui sont dans des domaines d'activité plus classiques, comment est-ce qu'on peut les aider à identifier les sujets sur lesquels... est-ce que chaque entreprise va être différente? Alors, moi, je pense qu'il faut interroger d'abord les métiers. C'est-à-dire, allons voir les métiers, allons voir chaque service, et dans son activité, qu'est-ce qui vous pose souci? Qu'est-ce que vous pensez le point le plus irritant, le plus exaspérant dans votre fonctionnement? Sur quel point voudriez-vous que nous agissions? Mais rêvez, soyez fous. Même si vous n'imaginez pas de solution aujourd'hui, essayez d'imaginer qu'on puisse le faire.
ne vous bridez pas, n'ayez pas de limites. On peut aller voir, on peut imaginer d'aller étudier un certain point particulier. Je reprends un exemple de la presse sur Londres, sur la circulation dans Londres, où effectivement la municipalité de Londres a utilisé toutes les informations de circulation des véhicules, mais aussi de ce que disent les gens sur les réseaux sociaux, pour savoir si effectivement aujourd'hui il va y avoir beaucoup de monde dans Londres ou pas. Les gens est-ce qu'ils ont prévu de faire du covoiturage, de rentrer dans Londres, de ne pas venir, etc. Parce que ça dépend du temps, ils ont mélangé des choses avec la météo, etc. Bon, c'est intéressant. Ils avaient un problème à résoudre qui est un problème de circulation automobile. Mais ils n'ont pas pris toutes les informations de la ville de Londres. Ils n'ont pas fait un big data avec Hadoop et tout le tralala. Ils ont simplement regardé un point particulier. Enfin, un gros point particulier quand même. Comment est-ce que, moi je vois bien dans votre démarche des utilisateurs à qui on va poser la question, où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui est irritant pour vous? Est-ce que le réflexe, ça va pas être justement d'arriver à une usine à gaz, parce que si on laisse l'utilisateur nous expliquer ses problèmes, on va peut-être se retrouver face à une montagne. Oui, peut-être, mais au moins on aura quelque chose. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, il faut sans doute guider, il faut trier dans tout ça, il faut orienter, il faut amener, il faut choisir, faire des choix. Il y aura sans doute des arbitrages à faire. On ne va pas tout prendre. C'est pas parce qu'on dit ça, c'est un sujet vraiment important. Oui, mais on n'a peut-être pas de solution non plus. Donc à partir de là, étudions aussi en interne ou avec des personnes de l'extérieur la possibilité de faire quelque chose, mais de faire une opération qui démontre tout l'intérêt de la démarche. Aujourd'hui, vu la crise économique, etc., les maquettes, les machins comme ça, je ne sais pas si vous êtes amateur, mais vous ne trouverez pas forcément beaucoup de gens pour financer ce genre d'opération. Il faut démontrer très vite la pertinence de la démarche. Donc, il faut faire des choix en amont, très tôt, à partir des sujets évoqués, et faire des choix qui permettront de démontrer très rapidement la pertinence de la démarche. Ça, c'est très important. Parfait, alors on va peut-être passer, Hans, à ta présentation. Alors tu as formalisé quelques idées, c'est bien, c'est le côté allemand de pouvoir mettre des images derrière des mots. Vous allez voir les images. Et je suis un Allemand qui habite depuis tellement longtemps en France que j'ai pris la liberté d'ajouter le « ou non » oui. à la fin du titre. Oui, ça c'est une ironie qui n'est pas allemande. Je suis devenu anarchiste français. Alors, est-ce qu'on est vraiment déjà à l'âge des recettes? Pas vraiment. Il y a toujours trop de diversité là-dedans. Vous avez vu des cas d'usage, et je vais vous décevoir, mais on est complètement d'accord. C'est pas comme dans un talk show, vous êtes habitué maintenant à des tableaux où tout le monde se tape dessus parce que c'est les élections. On est d'accord. C'est embêtant, mais on est d'accord. Mais il y a trop de diversité, aussi bien dans les données que vous allez traiter, dans vos organisations, dans les objectifs que vous pouvez avoir. Donc de dire, je fais un truc big data dans mon entreprise qui va tout tuer tous les problèmes, bien sûr, ça ne marchera pas. Donc il y a beaucoup trop de confusion sur ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Alors, du coup, je vais peut-être plutôt vous rater de parler comment rater son projet Big Data. Et je vais commencer par une petite alerte. Vous avez tous, je parie, dépensé beaucoup d'argent dans ce domaine bleu qui sont les données structurées avec des applications d'entreprise. Si vous voulez mettre des marques derrière, il s'agit des SAP, d'Oracle, Business Objects, etc., etc. Et vous avez laissé de côté les données non structurées, c'est trop, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile dedans? Qui sait? Et malheureusement, la réalité est plutôt ça. Donc, j'ai 10 à 15% de données structurées sur lesquelles, au passage, vous avez dépensé beaucoup de millions. Et les données non structurées, c'est 85 à 90% avec une croissance beaucoup plus forte que la partie structurée. Tu les représentes sous forme d'une lave qui Oui, fait très peur. C'est le magma, d'accord.
parce que c'est pas structuré, on ne sait pas quoi faire avec, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas traité, parce que c'est chaud. Est-ce qu'on ne l'a pas traité tout simplement parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de valeur à l'intérieur? Je pense qu'en partie, mais je crains en partie aussi que, parce qu'on ne savait pas faire quoi avec, on s'est dit, bon, certainement il n'y a pas de valeur. C'est comme au marketing, vous présentez des leads à vos commerciaux, ils disent ou je connais déjà, ou ça vaut rien. C'est un peu comme ça là aussi. Alors, ma parole, évidemment, comme directeur marketing, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, je vous cite un analyste là, qui dit que malgré le fait que vous avez 90% de vos informations qui sont non structurées, toutes les sociétés ont surinvesti, et ce n'est pas moi qui le dis, dans les technologies qui traitent qu'avec la partie bleue. Tu trouves que la parole d'un analyste payé par les directeurs marketing, ça vaut plus, hein? Là, c'est un vaste terrain dans lequel je crois qu'on va. Ça, c'est juste une façon de traiter. Vous traitez les deux. Vous avez un accès, vous créez un accès unifié aux deux mondes, aussi bien au non structuré qu'au structuré. Vous créez un index pour être capable de répondre aux questions de vos divers utilisateurs en temps réel. Alors, pour pouvoir tirer de la valeur, déjà, il faut surmonter les silos. Même si vous ne prenez pas tout, dans l'exemple de la ville de Londres, si vous faites le méga projet avec tout, vous avez toutes les chances de le rater parce que c'est trop complexe. Mais si vous vous limitez trop, c'est pareil, vous n'allez rien faire de bon. Make sense, il faut trouver le sens qui est caché dans vos données. Aussi bien structurées, parce que souvent vous avez des tonnes de données dans vos bases de données, mais pour savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge souvent. Mais aussi dans les données non structurées, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait du sens là-dedans? Et je pense qu'évidemment il y en a, mais il faut encore pouvoir faire du sens avec ça. Donc vous pouvez utiliser vos données structurées pour affiner l'analyse de vos données non structurées. Pour vous donner un exemple très simple, vous pouvez avoir vos master data management et vous trouvez dans les données non structurées, dans les documents, des textes, vous trouvez des noms de produits, de pièces, des codes de pièces, etc. Des trucs qu'un moteur de recherche qui n'est pas dirigé par ces données-là aurait du mal à identifier. Vous pouvez aussi structurer vos données non structurées. En termes techniques, vous créez des métadonnées et vous le faites, j'espère, de manière à pouvoir l'injecter dans les outils pour lesquels vous avez dépensé tout votre budget dans le passé pour en tirer quelque chose. Et bien sûr, on parle quand même de big data ici. Il faut avoir la performance, la scalabilité qu'il faut pour pas seulement commencer avec un projet manageable encore, mais pour être capable de faire le deuxième projet moins cher, parce que vous avez déjà l'infrastructure qu'il vous faut pour y aller. Alors, comment le rater? Chose qui est classique dans toutes les entreprises, le nouveau thème à la mode, qui va peut-être avoir un budget associé, c'est moi. Et tous les concurrents qui veulent aussi du budget, je les tue. Évidemment, rien ne va sortir d'une entreprise qui se laisse juste dans les luttes intestines. Deuxième, déjà plus difficile, parce que souvent, beaucoup d'entre vous, comme moi aussi, vous êtes une formation plutôt scientifique ou ingénieur. Le monde est à structurer. Si vous ne structurez pas votre monde, vous ne régnez pas dessus. Ou vous avez échoué. Malchance, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez chercher le Graal pendant toute votre carrière, vous aurez même plus que mon âge, vous ne l'aurez toujours pas trouvé. Donc, c'est un leurre. J'ai confondu les deux. La première, c'était la zone de confort. Là, c'était plutôt, je sais faire avec
des bases de données relationnelles, je connais mon SAP, je connais mon Siebel et autres, donc je vais faire ce que je peux avec ça. Et le reste, je ne suis pas très confiant dans mes capacités de traiter le reste, donc je vais essayer de l'éviter. Peut-être ça s'en va. Comme le big data c'est à la mode, peut-être la mode l'année prochaine sera autre chose. J'aurais épargné tout le travail de m'informer dessus. Avoir trop d'ambition. On a eu des clients qui ont essayé de faire un big bang avec un très grand fournisseur. Tout était bien, sauf après 2 ans, le budget était cramé, rien n'était là, même pas un prototype montrable au management. Les pauvres gens ont dû télécharger un freeware quelque part pour créer un prototype, pour dire si on avait encore un budget, on pouvait faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord à le faire? Ils avaient de la chance, ils étaient d'accord, ils ont fait un projet, pas avec le freeware, je vous déçois peut-être, ils sont venus chez Sénéquois, mais bon, après on peut parler. Manquer d'ambition, évidemment, c'est pareil. Si vous revenez à chaque fois, ah oui, mais il me faut une rallonge de budget parce que j'ai une autre idée, au fait, plutôt le métier a une autre idée, c'est génial, je saurais faire, mais il me faut encore une fois le même budget qu'hier. Là, vous n'allez pas loin non plus. Donc il faut quand même prévoir de créer une plateforme qui soutient un certain nombre d'applications et que ces applications, vous pouvez les faire beaucoup plus vite que la première. Comment vous choisissez donc les gens avec lesquels vous travaillez? Souvent, aujourd'hui, on voit que les entreprises font un proof of concept avec leurs données et ils donnent ça à 3-4 sociétés. Ils leur donnent une semaine, parfois un peu plus si c'est compliqué. Ils leur disent, voilà ce que je veux avec ces données-là. Si tu n'es pas capable de le faire dans le temps imparti, ben, ce n'est pas avec toi. J'ai parlé récemment avec encore un analyste avec lequel on a des relations évidemment payantes, mais qui m'a dit que beaucoup de fois, il voit les gens qui disent « Oui, j'ai fait un proof of concept », quand en réalité, ils ont invité 3-4 fournisseurs, on leur posait la question « Montrez-nous ce que vous savez faire ». Ça, vous allez nulle part. Hein. Il faut les encadrer, les mêmes données pour tout le monde, et les demandes de vos métiers qui sont à satisfaire. Donc, insistez beaucoup sur la formalisation de votre test. Personne ne ferait un test de laboratoire comme ça, aujourd'hui, avec tel paramètre et demain un autre. Donc, quand même, pour respecter le thème, quelques conseils d'un analyste de IDC qui a fait récemment un cas d'usage d'un de nos clients qui est un grand laboratoire de pharmacie. Donc évidemment, vous voyez ici les gens qui n'avaient plus d'argent avant de pouvoir montrer quelque chose. Ils ont fait un prototype. Ils savaient montrer quelque chose au métier. Et c'est comme ça que vous avez des budgets. Méthode de développement, stratégie agile, pour être toujours dans la boucle avec vos utilisateurs. C'est plus possible aujourd'hui, même dans le big data, de dire « je fais un projet, au revoir, je reviens dans 6 mois, je vais vous montrer quelque chose ». C'est chaque semaine. Tout le temps, il faut avoir quelque chose à montrer. Et c'est ça aussi qui leur donne des idées. Ah oui, si vous savez faire ça, peut-être je peux aussi avoir ça. C'est ce qui permet aussi de minimiser le risque. Tout à fait, tout à fait. Mais honnêtement, plus personne n'accepte ces trucs-là aujourd'hui, je pense. Des partenaires qui correspondent à ça, malgré le fait que souvent on vous dit toutes les technologies se valent. Je pense que nous, on ne vivrait pas si c'était le cas, parce qu'on est beaucoup trop petits pour être achetés par les grands si toutes les technologies se vautraient. Utilisez quand même les ressources qu'il faut. Si vous allez extraire beaucoup de données, il faut quelques ressources. Ils sont heureusement souvent inférieurs à ce que vous avez dû acheter quand vous avez fait vos grands projets du passé. Mais si vous les sous-dimensionnez, ça fait tâche après. Au lieu de pouvoir être force de proposition qui dit sur la même plateforme que j'ai mis en place, je peux ajouter telle application,
et ça ne change rien dans le fond. Peut-être, si vous avez une grille de serveurs dans votre architecture, vous ajoutez un serveur banalisé, ce n'est pas la mer à boire, personne ne va vous pénaliser dans votre budget pour ça. Par contre, si vous n'avez pas prévu, et chaque fois avant de montrer quelque chose, vous devez retourner en disant « Ah oui, je me suis trompé », c'est la meilleure recette à ne pas réussir. Voilà, juste un mot sur SineQua. En fait, je ne vais pas le dire, je vais vous le laisser regarder, et sinon, je vous invite sur notre stand pour en discuter. Alors, je voudrais qu'on reprenne peut-être le slide d'avant, juste celui qui synthétise les conseils, c'est intéressant. Il y a un aspect qui n'est pas abordé, c'est qui doit ou peut initier ces projets-là. Tout à l'heure, on a dit, et Robert était d'accord sur l'idée qu'il fallait que ça vienne, enfin que les métiers soient impliqués. On n'a pas dit est-ce que ça doit venir des métiers ou est-ce que ça peut. Quand je lis ça, j'ai l'impression que c'est quand même plus la direction des systèmes d'information qui va se lancer dans quelque chose et qui va aller voir les métiers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un peu les deux. Les métiers, souvent, quand on leur pose la question « qu'est-ce qu'il vous faut en termes d'informatique ?», la réponse est plus ou moins la même chose, plus rapide, moins cher. On ne va pas loin avec ça. Et ce n'est pas une reproche parce qu'ils ne connaissent pas les possibilités que les technologies offrent aujourd'hui. Donc, il faut que ça soit un ping-pong entre les deux parce que finalement, on ne va quand même pas mettre en place un projet Big Data complètement en évitant l'informatique. Si vous avez des informaticiens qui veulent bien aller vers les métiers, vous leur donnez une chance de se profiler. C'est bien. Au métier, vous pouvez leur dire, vous pouvez demander certaines choses à votre informatique, on sait faire des choses comme ça, il installe le dialogue. Après, qui a le budget ? C'est différent chez chacun. Robert, qu'est-ce que vous pensez de cette question de savoir qui initie ? Moi, je pense que c'est un sujet de communication au sein de l'entreprise. C'est un projet d'entreprise dans tous les cas. Donc il faut, dans la communication au sein de l'entreprise, ouvrir le champ des possibles. Alors, qui ouvre le champ des possibles ? L'informatique ? Oui, en partie. Mais c'est une décision de l'entreprise de dire il existe sans doute aujourd'hui sur le marché, ou par analogie, parce qu'on a vu des entreprises fonctionner de cette manière, on a vu des exemples, de beaux exemples, et donc on va essayer d'appliquer cela. Et donc, définir des possibles au sein de l'entreprise et communiquer auprès des métiers et de la DSI pour dire soyez acteurs, soyez force de proposition, hein, dans tous les cas, et le coordinateur de ces possibles au sein de l'entreprise, ça sera la com, ce sera peut-être la DSI, je ne sais pas, mais ce sera un arbitrage interne, qu'importe, je dirais. D'accord. Il faut un leader, mais il faut qu'importe. Parfait. Claude, on va vous passer la parole. On va changer la présentation. Oui, pendant que Robert démarre ça, moi, mes interlocuteurs sont donc quand je fais mon métier de consultant, sont plutôt des directeurs marketing ou des directeurs produits que des directeurs informatiques. Donc là, je ne vais pas vraiment vous parler de la stratégie globale, si vous voulez. Je vais plutôt vous parler de la stratégie d'approche des données. Pas forcément sur un plan très technique et informatique, mais néanmoins sur le plan pratique de la donnée. Moi, je pense que le big data, ça serait une erreur, premier projet ou pas, de considérer que le big data, finalement, c'est business as usual, quoi, hein, qu'on continue avec toutes les recettes qu'on a eu l'habitude d'appliquer sur tous les projets informatiques. Je pense qu'il y a une vraie rupture qualitative dans les projets big data. Et cette rupture qualitative, elle est due au fait qu'il y en a beaucoup, hein, d'où le nom du big data. Donc le fait de traiter des masses de données pareilles pose des problèmes qui sont nouveaux. Mais il y a aussi un phénomène de synergie avec une évolution, un recentrage sur l'individu, une ouverture à des nouveaux types de données, et donc un type de données qui nous arrive dans les projets qui ne ressemble pas complètement au type de données qu'on avait l'habitude de traiter auparavant.
Oui, ça, c'est pas terrible. Là, il va falloir que tu continues à parler parce que merci Microsoft. Hein. Pas de problème. Donc, on va avoir non seulement le type de données qu'on traitait habituellement en plus grand, en masse, puisqu'on est encore une fois dans du big data, avec un moyen d'aspirer des données qui est beaucoup plus puissant que ce dont on pouvait disposer auparavant. Mais on a aussi des données nouvelles. On a des données des réseaux sociaux. On a les données sur les comportements, donc je travaille beaucoup avec des sites marchands. Il est évident que le suivi d'un site marchand et le suivi d'un business autour d'un commerce de ce type-là aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec la façon dont on pouvait le gérer au niveau du traitement des données il y a seulement quelques années. Et les réseaux sociaux ont apporté en plus des concepts vraiment nouveaux, le concept de vélocité par exemple. Si vous prenez Twitter, c'est évident. Twitter, tout est autour de l'impact. Aller analyser ce qui s'est dit l'année dernière sur un sujet quelconque, présente sûrement un intérêt académique, mais aucun intérêt pratique pour n'importe quelle entreprise. Si vous suivez Twitter, vous allez le suivre en temps réel. Donc c'est intéressant, c'est l'impact d'une nouvelle, d'une décision que vous avez prise sur un produit, etc. Et cet impact, il est immédiat. Et puis il y a la notion de vélocité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Regardez des applications comme Snapchat, qui ont un succès absolument colossal et immédiat. Là, vraiment, tout est au niveau de la vélocité de l'information, puisque là, elle se mesure en secondes. Une information sera valide quelques secondes, ensuite elle va disparaître de votre écran, parce que l'utilisateur, l'émetteur, l'a voulu ainsi. Donc, si vous voulez intégrer des données comme celle-là dans l'horizon de la masse de données que vous allez brasser dans votre projet Big Data, il est complètement évident que ça va vous poser des questions qui n'ont absolument rien à voir avec les questions que vous avez pu résoudre il y a seulement quelques années. Donc c'est parce que c'est du Big Data, mais c'est aussi parce que les données qui nourrissent le Big Data pour une bonne part sont des données nouvelles, qui vous posent des questions nouvelles, et tout ça va être d'une certaine façon aggravé par le phénomène de masse que vous allez avoir à gérer en même temps. Donc le Big Data, si vous voulez, c'est un espèce de paquet cadeau dans lequel non seulement vous aurez à gérer la quantité d'informations, et comme je l'ai dit, la vélocité, l'impact, mais vous aurez aussi à gérer la diversité. Vous allez avoir une fragmentation de l'information qui va être extrêmement forte. Donc c'est ça que je vais essayer de commenter rapidement et puis vous donner pas des recettes de cuisine, mais quelques idées sur la façon dont vous pouvez essayer de limiter les dégâts. Donc on l'a dit, il y a plus de données et des données qui sont beaucoup plus rapides, mais vous avez aussi moins. Et c'est là que je vais essayer de m'expliquer un petit peu de telle façon que vous puissiez être un peu vigilant sur un certain nombre de travers des projets Big Data tels que je les vois actuellement se développer dans des entreprises de tailles très diverses. Le gros problème, c'est l'écrasement de la donnée. C'est-à-dire, la masse fait que beaucoup d'utilisateurs ont l'impression qu'il va leur falloir des outils extrêmement macro pour pouvoir avoir une représentation globale immédiate de l'ensemble du périmètre du Big Data. Et ça, généralement, ça va se payer par un appauvrissement de la qualité de la donnée. Et donc, on va avoir des tas de graphiques qui vont être très beaux et qu'on va retrouver dans toutes les revues d'informatique ou d'économie, mais qui n'ont aucune pertinence pratique pour les gens qui sont sur le terrain et qui ont réglé les problèmes qui sont derrière ces graphiques-là. Donc, si on suit la libéralisation de l'Égypte à travers les messages Twitter sur plusieurs jours, ça vous fait des schémas qui sont absolument magnifiques. Est-ce que ça nous a appris une chose quelconque qui soit valable sur les décisions politiques à prendre sur l'Égypte demain matin? À mon avis, ça n'apportait absolument rien. Donc il ne faudrait pas tomber dans ce travers de faire des analyses macro et des représentations graphiques macro qui vont être absolument époustouflantes et qui vont avoir un intérêt pratique absolument zéro. Donc voilà un exemple, je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas tout mon schéma, mais ce n'est pas grave. Il y en avait vous êtes privé de la partie basse de l'image, mais la partie haute suffit à illustrer mon propos. Là, en l'occurrence, c'est un projet, le GDELT, donc le Global Database of Events, etc. C'est un projet qui est complètement fascinant, qui existe depuis 20 ans. Je connais bien ces gens-là, je connais bien leur technologie. Ce sont des équipes extrêmement sérieuses et tout à fait un projet fascinant. Mais si un schéma comme celui que je vous montre, qui est mis en première page de leur site ce matin, il est d'une utilité absolument, à mon avis, zéro pour comprendre la macro-politique telle qu'elle peut se suivre sur les pays qui les intéressent. L'information que ça vous apporte, elle est littéralement absolument zéro. Donc, est-ce que vous y avez gagné dans la capacité que ça vous a donné de traiter des masses de données pareilles? Probablement pas. Le problème, c'est la faiblesse des signaux qui vont vous arriver en masse.
Donc le fait qu'ils arrivent en masse ne retire rien à la granularité et à la faiblesse des signaux. Et la diversité de ces signaux, des signaux qui vous arrivent par l'email, qui vous arrivent par Twitter, qui vous arrivent par les postings dans les réseaux sociaux, etc., etc. Donc toute cette diversité s'accompagne d'une fragmentation et donc d'une augmentation de la complexité qui va se payer dans la fragilité de votre projet si vous n'êtes pas préparé à gérer correctement cette fragmentation et cette diversité. Avec en plus, je le mettais en gras là, une vélocité différente suivant les sources de données que vous avez à gérer. Il est évident que les données comptables, etc., ou contentieux dont parlait Robert, n'ont pas du tout à avoir la même vélocité que les informations projets qui vont circuler en même temps que le projet sur les réseaux sociaux. Donc, à mon avis, vos facteurs de réussite, c'est d'abord la capacité à préserver la qualité de la donnée. Il faut que vous gardiez un contact vraiment organique avec la donnée et que vous évitiez de laisser les gens du big data vous coller des écrans de fumée entre votre donnée et vos décisions. Parce que c'est vraiment ce qui sera le plus tentant et finalement le plus facile à faire. Donc il faut que vous arriviez et certainement à plusieurs degrés, à positionner vos niveaux d'analyse entre des niveaux très qualitatifs qui sont très proches de la donnée, qui vous permettront de la qualifier, et puis bien sûr des niveaux d'analyse macro dont vous aurez néanmoins besoin compte tenu de la masse des données que vous aurez à traiter. Donc il faut que vous maîtrisiez vos facteurs d'échelle, que vous arriviez à placer dans le projet des niveaux qui vous permettront de contrôler la granularité et la qualité de la donnée. Bon, ça c'est un exemple rapide, on ne va évidemment pas rentrer dans les détails. Vous avez 20 millions de commentaires sur le cancer du poumon qui sont analysés. La qualité des données a été préservée. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable, dans les zones qui sont faites, dans les attributs couleurs qui ont été choisis, dans la taille, tous les attributs graphiques qui ont été choisis, on est capable de suivre avec une extrême granularité les micro-phénomènes qui se sont passés à l'intérieur, ils se sont développés à l'intérieur de ces forums. Néanmoins, vous avez 20 millions de commentaires qui sont représentés à la fois, en même temps, sur cette carte. Et vous allez pouvoir faire des zooms à l'intérieur de cette carte pour finalement descendre jusqu'au niveau des conversations et donc des threads de discussion à l'intérieur des forums, parce que rien n'a été perdu. Tous les petits ronds roses que vous voyez là, ce sont des individus qui sont en train de parler sur les forums. Ils sont associés à des schémas, à des thèmes et à des schémas de conversation qui peuvent ensuite être revus à un niveau macro et alerter la compagnie pharmaceutique sur les décisions à prendre pour maîtriser son marché. Mais il y a différents niveaux de zoom qui vont vous permettre de contrôler la représentation des données à différents niveaux de qualité. Donc, en gros, ce que vous ne voulez pas, c'est qu'on vous donne des schémas magnifiques qui, en fait, représenteront rien de la pertinence des données. Il faut que vous gardiez le bon sens. Et je terminerai sur ce slide-là. Moi, c'est un projet que j'ai découvert là, il y a quelques jours et que j'aime vraiment, je trouve très très bien. C'est à l'Université d'Angers, donc un étudiant qui a fait sa maîtrise sur une analyse de Twitter sur les élections locales. Si vous voyez son schéma, il y a pas mal de données derrière. Il a suivi énormément de postings sur Twitter. Si vous habitez Angers, vous pouvez parfaitement, immédiatement contrôler la validité de ce qui vous est montré. Vous avez les noms des gens, vous avez les noms des candidats, vous avez les noms du maire, vous avez les noms des personnalités d'Angers, vous voyez comment elles ont été colorées, regroupées, etc. Et vous pouvez immédiatement dire, ça a du sens pour moi, ou ça n'a aucun sens, ça me donne une carte politique d'Angers aujourd'hui, ou ça ne me donne pas une carte politique d'Angers aujourd'hui. Vous n'avez pas perdu le contact organique avec la donnée de base. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Donc gérer la quantité, en même temps contrôler le lien organique avec la qualité de la donnée, être capable de qualifier à tout moment. Voilà. Alors, je voudrais juste pour terminer, qu'on fasse peut-être un lien entre les deux parties qui ont été présentées, parce que là, j'ai l'impression que quand on voit ça, on se dit... c'est fantastique, mais ça va être long, ça va être loin, ça va être complexe d'arriver à tout ça. Comme la thématique, c'est le premier projet Big Data, est-ce que c'est raisonnable d'être capable de faire ça pour un premier projet, ou quels conseils on peut donner pour essayer d'aller dans cette direction-là ? En l'occurrence, il s'agissait d'un premier projet parce que c'est une maîtrise d'étudiant. Donc il avait de toute l'évidence pas du tout les moyens d'un rouleau compresseur. Hein. C'est quelqu'un qui a fait ça avec des outils open source gratuits dans le cadre de sa maîtrise, qui était son premier travail de recherche. Donc il est tout à fait possible de réaliser des choses de qualité dans le cadre de son premier projet. Et donc c'est très important ce que vous dites là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas forcément un frein, sa complexité ou son coût ne sont pas forcément des freins pour un premier projet, pour un prototype. Hein.
Ah non, absolument. Moi, tous les projets sur lesquels j'interviens actuellement pour des clients, même, enfin, là-dedans, il y a des projets où on traite des centaines de millions d'événements. Il y en a un, il y a 250 millions d'événements traités en temps réel. C'est entièrement fait avec de l'open source. Hein. Donc, je ne veux pas du tout abîmer le territoire de mon collègue de Cineca, mais c'est absolument pas une obligation d'utiliser des solutions coûteuses sur le marché aujourd'hui. Vous pouvez parfaitement monter des bibliothèques open source et avec le bon accompagnement et la bonne vision du projet, parfaitement contrôler les coûts, même si c'est du big data. Alors ça c'est très intéressant. Si on dit, donc ça veut dire que si la réponse en interne c'est « Ah mais on n'a pas de budget », finalement la réponse n'est pas bonne. On peut faire avec des petits budgets. L'autre point que vous évoquiez, c'est la notion de compétences. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément les compétences pour ça. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller chercher à l'extérieur? Alors peut-être chez des consultants, mais là aussi on va dire ça coûte cher. Et là vous évoquiez des étudiants, etc. Est-ce que ça peut être une porte pour quelqu'un qui voudrait lancer des premiers prototypes? Bon, certainement, on retrouve d'une certaine façon un petit peu l'atmosphère qu'il y avait autour de l'intelligence artificielle dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y a clairement une nouvelle discipline, une nouvelle avenue qui s'ouvre à nous pour comprendre l'information qu'on a à gérer. Toute relation organique avec les labos de recherche et les équipes sera certainement une bonne décision pour une équipe qui veut commencer à se frotter à ces projets-là. Évidemment, il faut quand même que je dise quelque chose sur les budgets et l'open source. Comme je vous disais, à l'exemple de notre client qui avait cramé tout son budget et qui a dû faire des prototypes avec quelque chose qui lui coûtait rien, entre guillemets, son projet, il l'a pas fait avec ça. Et honnêtement, pour trouver des bonnes informations, des bons experts dans un domaine pharmaceutique, où je veux couvrir des thèmes très variés comme une maladie, un médicament, le molécule actif, le mode d'action du molécule, les effets secondaires, les tests, etc. Il faut que j'ai un potentiel d'analyse de contenu qui est assez poussé. Et donc ils sont venus chez nous. D'ailleurs, je confirme, il y a beaucoup de premiers projets qui sont dans les domaines R&D, qui sont un domaine métier si on veut, mais qui sont quand même des gens très techniques. Et on a hérité d'un certain nombre de projets qui étaient commencés la fleur au fusil, et après on s'est rendu compte que le truc était gratuit, mais c'était trop cher. Parfait, je regarde l'heure, on va être obligé de s'arrêter là. Je pense que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent aussi pour la conférence suivante, je pense que nos intervenants sont à votre disposition si vous avez quelques questions. On n'a pas eu le temps de pouvoir poser des questions directement dans la salle, mais je suis sûr qu'ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre intérêt pour ce sujet, et puis bonne visite de salon et bonne conférence.